Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un vendredi d'attente pour les agriculteurs aujourd'hui, Philippe David. Ça va, Philippe ? Ça va, et vous ? Vous savez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, très bien. Vous avez vu que hier, j'ai poussé un coup de gueule sur les députés qui s'augmentaient de 300 €. Oui. On avait parlé en début de semaine des 10% de plus. Non, pardon. 9,8% de plus sur l'électricité, des mutuelles. Eh bien, on a appris aujourd'hui, pour que la fête soit complète, que les péages allaient augmenter de 3% le 1er février, c'est-à-dire en milieu de semaine prochaine. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Que tout le monde descende dans la rue ? Parce que les sociétés d'autoroutes font des bénéfices, mais considérables parce qu'on leur a bradé un patrimoine national. Ils veulent que ça se termine comment ? Comme 1789 ou quoi ? Moi qui attendais une bonne nouvelle, ben voilà, c'est fait. Bah si, il y a une bonne nouvelle. Patatras, Vous êtes comme on ce dit. soir avec les vraies voix quand même. Ah oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites. Allez, On n'était pas rendu compte. Allez, 0826 300 300 tout au long de cette émission, nous allons donner bien entendu la parole aux agriculteurs. On attend Gabriel Attal qui vient d'arriver sur place, bien entendu, à Montastruc de Sally en Haute-Garonne. On va en parler dans quelques instants. En attendant, 0826 300 300, vous savez que c'est le numéro de téléphone pour nous contacter au sommaire donc de cette émission. Ce Premier ministre Gabriel Attal qui visite une exploitation bovine de Montastruc de Sally en Haute-Garonne ce soir pour apporter des réponses aux agriculteurs. On ne veut plus de paroles, on veut des actes, ont prévenu les responsables de la mobilisation. Alors parlons vrai, est-ce que c'est pas un peu tard pour aller à la rencontre des agriculteurs qui retournaient les panneaux il y a déjà un mois ? Attal a-t-il les moyens de négocier et de donner, comme disait un responsable syndical, du grain à moudre, c'était André Bergeron, sachant que pour l'agriculture, tout ou presque se décide à Bruxelles. Est-ce la rencontre de la dernière chance ? Attal peut-il calmer la colère des agriculteurs ? Et vous dites non à 94%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et on posera cette question à Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale de France. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix, qui dit mobilisation, forcément dit barrage, et aussi paralysie du pays. 400 km d'autoroutes bloquées dans le sud de la France, du jamais vu selon Vinci Autoroute, des autoroutes, mais aussi des nationales coupées aux quatre coins du pays. Un bâtiment de la mutuelle sociale agricole a été incendié cet après-midi à Narbonne. Les agriculteurs menacent également de bloquer les principaux accès à la capitale dans le grand marché de Rungis dès demain. Alors parlons vrai, est-ce que le mouvement des agriculteurs est en train de sortir de tout contrôle ? Souhaitez-vous que les forces de l'ordre interviennent pour que la circulation redevienne normale ou non ? Craignez-vous des conséquences lourdes pour l'économie ? Craignez-vous une paralysie du pays ? Eh bien vous dites non à 61%. On attend également vos appels bien entendu, c'est Aude au 0826 300 300. Et pour parler de ces blocages, Alexandre Clerton sera avec nous, un président de l'UNOSTRA, syndicat des TPE et PME du transport routier, largement en tout cas amputé aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Allez, on vous souhaite les bienvenus, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Merci d'être avec nous, Philippe, pour commenter cette actu. C'est moi qui vous remercie, mes chers animateurs. Le rose vous va bien. Oui, n'y voyez pas de signe particulier. Si, c'est le rôle de la zénitude, ce qu'on espère en tout cas. Véronique Langlais est avec nous, présidente des syndicats des bouchers de Paris. Bonsoir Véronique, Bonsoir. on est ravis de vous accueillir. Moi, ça je faisait suis ravie longtemps. d'être là aussi. Ouais, Oui, très ça fait une longtemps, semaine. hein. Elle est intelligente et jolie en plus. C'est ça qui est C'est dingue. très gentil, merci Elle est beaucoup. très énervante cette jeune femme. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur Bonsoir. et consultant. Bonsoir, ça va Bonsoir. Mickaël ? Ça va, ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu. Je n'étais pas là la semaine dernière et Mais- je me languissais de vous voir. Oh, mon Et lui, petit il est chat. très intelligent. Et Voilà. il est beau aussi. Hein. Oui, Ça veut dire quoi ? c'est Et trop lui, pour il est moi. très intelligent. J'entends qu'il y a un contraste avec quelqu'un sur ce Oui, plateau, c'est je ne sais pas qui. Pourquoi non, vous regardez, c'est Mickaël pas mon genre. Non, pas du tout. Bon. Allez, 0826 300 300, notre auditeur du jour, Joël des Landes, agriculteur, producteur de foie gras. Bonsoir Joël. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de quoi avec vous ? On va en parler de la stigmatisation des hypermarchés, supermarchés, parce que je trouve que c'est trop facile, parce que derrière, il y a d'autres personnes qui pourraient faire des efforts pour aider les agriculteurs. On en parle, vous bougez pas, on en parle dans un instant. En attendant, vous nous laissez des messages sur notre répondeur. On vous en remercie. 0826 300 300, on écoute. Oui, David de Saint-Gaudens. Au sujet de la crise des agriculteurs, et bon, donc déjà la crise elle n'est pas nouvelle, ça fait des années qu'elle dure. Et il faut arrêter de tourner autour du pot. On sait qu'on pourra prendre toutes les mesures qu'on veut. Tant qu'on ne mettra pas en place l'exception agriculturelle, rien ne changera
Les produits agricoles, qu'ils soient bruts ou transformés, ce ne sont pas des marchandises comme les autres. Il faut donc avoir un marché, si je puis dire, spécifique. Donc voilà, il faut sortir de l'OMC, l'agriculture de l'OMC, mise en place de l'exception agriculturelle, et après travailler sur d'autres sujets comme France-sur-Mer, etc., qui peuvent permettre d'apporter des solutions pour nos agriculteurs. Merci beaucoup. J'aime bien ce que dit David. Ça rappelle, il y a 30 ans, c'était la négociation, c'était la fin du GATT, l'ancêtre de l'OMC pour l'OMC. Et la France, pour signer, avait accepté qu'on importe 3% des céréales, notamment d'Amérique du Nord, moyennant l'obtention de l'exception culturelle pour nos cinéastes. Et que quelque part, ce serait pas plus utile d'avoir une exception agricole qu'une exception culturelle, Philippe Bilger. Oui, si on a le droit de faire un peu d'ironie, avant que je développe mon ignorance dans ces domaines, c'est le fait que il y a tant de problèmes en France que je me demande si on ne devrait pas créer une multitude d'exceptions. Comme pour le cinéma, l'agriculture. L'agriculture, c'est très sérieux, hein. Mais toutes les crises, on va créer une exception. Véronique Langlais. Sauf que l'alimentation, c'est quand même ce qui nous permet de vivre au quotidien et on doit en avoir conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que le consommateur est aussi acteur. Mickaël Sadoun. Moi, j'ai pas envie de totalement revenir sur le principe du libre-échange qui peut être bénéfique. Je rappelle par exemple que 80% des terres rares qui composent nos téléphones portables ou nos ordinateurs, etc., sont importés notamment de Chine. Donc si on veut revenir sur le principe, je suis pas sûr que tout le monde veuille bien assumer. Par contre, ce qu'on est capable de produire chez nous, oui, mais comme disait Philippe, cette superposition des exceptions, ça a une définition, ça s'appelle la souveraineté en fait. Allez, 0826 300 300, retournons dans les Landes avec Joël. Arrêtons de stigmatiser les supermarchés, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, 90%, je pense, des producteurs, au moins dans ma région, on travaille avec des coopératives qui, au mois de novembre, nous ont sorti des chiffres, où elles ont fait des bénéfices et des chiffres d'affaires exceptionnels. Et aujourd'hui, les agriculteurs n'arrivent pas à s'en sortir. Comment cela peut-il se faire ? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Il y a bien quelqu'un qui profite du système, quoi. Et il faudrait que ça soit un peu répercuté. Je pourrais éventuellement vous citer un exemple. Comme je suis producteur de foie gras, avec la grippe aviaire, on a vu des augmentations tous les ans sur le prix du foie gras. Nous, on a eu une augmentation de 30 centimes d'euros début 2023. Avant, rien. Alors que le foie gras a pris 50%, voire plus. Qui sait à qui ça a profité ? C'est pas les grandes surfaces, en particulier. Il y a des gens qui ont pris au milieu. Voilà. Et c'est pas répercuté. Il y a les intermédiaires aussi. Il y a les transporteurs. Il y a un tas d'intermédiaires quand même. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de répartition des richesses ? Parce que les coopératives gagnent beaucoup d'argent, les multinationales agroalimentaires gagnent beaucoup d'argent, et les distributeurs gagnent beaucoup d'argent, et les agriculteurs crèvent les uns après les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même ? Tiens, Véronique Langlais, vous qui connaissez bien le marché. Oui, mais enfin, je veux défendre personne, mais c'est vrai que dans cette histoire, on n'entend pas les distributeurs finalement, ni les gros ni les petits, et c'est ça qui porte questionnement, parce que c'est la base qui ne vit pas, qui meurt, mais il faut se dire aussi que les grands distributeurs, je devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même, font certainement pas des grosses marges, mais font quand même des profits. Oui. Et qu'aujourd'hui, on leur demande de s'exprimer dans les médias, on n'a aucun. Monsieur Leclerc, bizarrement, on l'entend pas. Tous les grands, tous les distributeurs qui sont attaqués. Et nous, les artisans, nous donnent pas non plus trop la parole. Mais le sujet aussi, comme je l'évoquais auparavant, c'est aussi le consommateur. Mickaël Sadoun. Moi, je pense que les distributeurs se mènent quand même une concurrence féroce et qu'ils écrasent pour la plupart leurs marges pour essayer de damer le pion à leurs concurrents. Je pense que c'est un marché ultra concurrentiel. Évidemment, au moment de la crise du Covid, tout le monde en a profité pour augmenter ses marges. Ce qu'aux États-Unis, ils ont appelé la greedflation, c'est-à-dire l'inflation sur la cupidité, en fait, des entreprises qui ont profité de l'inflation pour dire, nous aussi, on a des répercussions dans nos coûts, donc on va augmenter nos prix. Évidemment qu'il y a eu des effets de profit, mais moi, je serais plus pour pointer du doigt l'intermédiaire, en effet, entre le petit producteur et le distributeur. Je pense que les grosses entreprises de l'agroalimentaire ont beaucoup bénéficié du contexte et qu'elles sont beaucoup moins transparentes, en tout cas dans leur mode de communication, que des Michel-Édouard Leclerc qui passent tous les 4 matins sur le plateau télé. Ensuite, il y a évidemment une
contradiction entre les exigences du consommateur et les exigences du citoyen qui est en solidarité avec les agriculteurs. Parce qu'on demande de payer toujours moins cher. Donc bon, il ne faut pas non plus pointer du doigt les distributeurs. C'est vrai. De toute façon, nous allons bientôt, j'imagine, écouter ou entendre les premières propositions de Gabriel Attal qui est arrivé avec Marc Fesneau et Christophe Béchu en Haute-Garonne, à Montastruc de Salis en Haute-Garonne. On va en parler avec lui dans un instant. Les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Contre la peine de mort, même en Alabama. Allez, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez bien entendu, où que vous soyez, réagir au 0826 300 300. On vous attend jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui, 0826 300 300 avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous. Cher Philippe, merci d'être avec nous. Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant, et Véronique Langlais, présidente des syndicats des bouchers de Paris. Et vous à ce numéro. Et Aude vous attend 0826 300 300. Félix Mathieu vient d'arriver dans le studio. Dans un instant, Félix Mathieu, de quoi parle-t-on? Bonjour. Bonjour. On va parler du Premier ministre qui vient d'arriver dans une exploitation de Haute-Garonne pour répondre à la colère des agriculteurs, colère qui monte. Et les 3 mots du jour, eh bien, c'est une phrase, c'est tout simple. Attal visite Montastruc. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est contre la peine de mort suite à une exécution dans l'Alabama que vous voulez requérir ce soir, monsieur le procureur. Oui, en fait, on n'a plus, heureusement, de mon point de vue, à faire un débat sur la peine de mort en France. Même si à la limite on pourrait discuter, c'est un sujet passionnant lui-même sur le plan philosophique, mais en Alabama, un nommé Eugene Smith a été exécuté par une modalité toute singulière, l'inhalation d'azote, et il paraît, on dit les observateurs, qu'il n'y avait pas de moyen plus tranquille, plus humain pour tuer quelqu'un. Et ce qui m'a intéressé, c'est de connaître les derniers mots de cette personne qui est morte. L'Alabama a fait faire un pas en arrière à l'humanité par référence avec un homme qui avait marché sur la Lune. Et donc, c'est terrible de voir qu'il y a encore des États qui non seulement gardent la peine de mort, mais la mettent en pratique et dans des conditions où je ne peux pas vous offrir les renseignements que vous souhaitez. Je sais que c'est un mari qui a commandité le meurtre de sa femme. C'est tout ce que je sais. Mais n'empêche que cette peine de mort, par inhalation ou par autre méthode, est tout de même assez scandaleuse sur le plan éthique et sur le plan judiciaire. Rappelons que l'azote, il n'y a pas d'oxygène, donc on meurt étouffé et ça a duré 26 minutes pour son cas. Ça. Véronique Langlais. Moi, je suis contre la peine de mort, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je pense que, quitte à obliger une personne à mourir, je pense qu'il y a d'autres méthodes. Mais encore une fois, moi, je suis complètement contre la peine de mort. Mickaël Sadoun. Moi, je suis contre, principalement pour des raisons de croyance. Je considère qu'il n'y a qu'une entité qui est capable de décider qui doit vivre ou mourir. Mais ceci dit, je dirais pas comme Philippe qu'il n'y a plus de débat en France. Les sondages montrent qu'il y a 50% des Français qui sont pour la peine de mort. L'efficacité, pour moi, elle est très discutable. Il n'y a pas du tout de corrélation entre le taux de criminalité et le nombre de condamnations à mort. Mais pourquoi pas en discuter, oui. Je voulais dire, mon cher Mickaël, que elle est abolie en France. Oui, et donc, évidemment, on peut en discuter. C'est pour ça que c'est très passionnant. Le débat se poursuit dans les maisons. Rien n'est irréversible en plus. Oui, oui. Malheureusement. À part la mort. Mais en effet, dans ces conditions de cruauté, c'est absolument inadmissible et indiscutablement. Oui. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, c'est une phrase. Attal visite Montastruc. Eh ben voilà, vous avez tout dit, ou presque. Le Premier ministre. Au revoir. Le Premier ministre vient d'arriver dans une exploitation bovine de Montastruc de Salis en Haute-Garonne, accueilli sur place par le leader du mouvement agricole, Jérôme Bayle. Le chef du gouvernement est venu apporter ses réponses à la colère des autoroutes, des nationales, des dépôts bloqués dans tout le pays. On ne veut plus des paroles, on veut des actes, ont d'ores et déjà prévenu les agriculteurs mobilisés. Les vraies voix Sud Radio.
La mutuelle sociale agricole de Narbonne en flammes, incendiée. C'est l'une des images du jour avec ces centaines de kilomètres d'autoroutes ou de nationales fermées à travers tout l'Hexagone. La mobilisation dans ce département de l'Aude, c'est aussi par exemple celle du barrage de Castelnaudary au croisement de l'entrée d'autoroute. Alors on y retrouve sur place, sur la N113, le président du syndicat du haricot du Lauragais. Bonsoir David Marty. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors Gabriel Attal vient d'arriver donc à Montastruc de Salis avec ses ministres de l'Environnement, de l'Agriculture. Il doit faire des annonces sur place. Imaginons qu'ils vous disent ce soir, par exemple, on renonce à taxer le GNR, le gasoil non routier. Est-ce que vous rentrez chez vous ou est-ce qu'il vous en faut plus que ça à l'heure qu'il est ? Il en faut plus que ça. C'est pas à mon maigre poste que je prendrai les décisions de dire que c'est suffisant ou pas. C'est un tout. Bien sûr que ce ne sera pas suffisant. Après, il est évident que on est très attentif à ce que Monsieur Attal va nous dire. Je pense que les choses sont suffisamment graves et que ça a pris suffisamment d'ampleur. C'est triste de devoir en arriver là, mais pour qu'il nous annonce des choses concrètes, on l'espère tous. De là à dire que ça suffit, on serait incapable de le dire à l'instant T après les annonces. Oui, parce que s'il y avait vraiment une mesure qui pourrait vous faire dire il a pris conscience de l'ampleur de nos problèmes, ça serait laquelle par exemple ? Ça serait de... Je ne sais pas quoi vous dire, il y en a tellement, et on est tellement tombé bas, et on a la liste, c'est tellement agrandi au fur et à mesure des années que... le tout est de retrouver un équilibre économique et qu'on nous promette une réelle volonté politique sur du long terme. C'est retrouver notre rôle qui est de nourrir la France et pas autre chose. Et de gagner notre vie face à ça. Philippe Bilger. Je suis persuadé, au risque d'être naïf une fois de plus, que le Premier ministre a parfaitement pris conscience des problèmes qui existent. La grande difficulté, c'est de faire passer la prise de conscience dans l'opératoire en conciliant l'écologique et l'économie paysanne. Mais ils le font naturellement. Je vous rejoins complètement. Je vous remercie de le dire. Oui, mais ils le font naturellement parce qu'on voit que dans chaque agriculture, il y a des prises de conscience qui se sont opérées déjà depuis 40 ans, parce que je rappelle que l'agriculture, c'est quand même la corporation qui s'est le plus renouvelée de toutes les corporations, que des choses sont faites, qu'il y a une grosse résilience, parce que entre les bouleversements climatiques, les pandémies multiples, tout ce qu'on a demandé, vous êtes dans la région justement de la MHE, la fameuse maladie bovine, et puis les grippes aviaires successives qui se sont renouvelées chaque année, ont beaucoup fragilisé l'équilibre aussi de nos éleveurs de volailles. Et je trouve que vous avez quand même été extrêmement résilient, et moi je vous félicite et je vous admire, parce que il y a longtemps que vous auriez dû vous manifester, et j'espère que les attentes seront entendues. Ouais. Je vous remercie, mais c'est vrai que je suis bien placé pour le dire, vu que j'ai quand même beaucoup d'amis éleveurs. Je suis moi-même producteur de volailles et mon père est producteur de canard gras. Nous avons été très impactés par la grippe aviaire, et la grippe aviaire est une chose, la MHE en est une autre. Nous avons les vétérinaires qui soignent les élevages de chez nous, qui ont des ardoises sur la table, si je peux parler un peu vulgairement, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça fait 3 mois qu'on dit c'est très grave, c'est en train de se casser la figure, et on est obligé d'en arriver à faire ce qu'on fait pour que ça bouge. C'est déplorable. En espérant que ça fasse bouger rapidement les lignes. Direction Montastruc de Salis aussi, cette commune de Haute-Garonne où se trouve le Premier ministre. Il y est arrivé. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix. On imagine qu'il y a un peu d'agitation, de mouvement sur place ce soir. Ouais, alors la petite surprise qui est rigolote, c'est qu'en fait, c'est pas à Montastruc qu'il est, mais à Saint-Martin-d'Air, un village qui est à 4-5 km. Donc il a dû se tromper dans le GPS, je sais pas. Et alors en effet, c'est boosté. Donc je sais pas comment font les habitants de Saint-Martin, mais moi j'ai pas pu du tout accéder à Saint-Martin. J'ai essayé de rentrer. J'ai tout bonnement, innocemment, en disant que je voulais, j'avais un petit contact avec Sud Radio, on m'a demandé ma carte de presse. Donc j'ai dit non, je l'ai oublié, bon c'est pas grave. On va l'imprimer. Merci, c'est gentil. Et non, en fait oui, c'est vrai qu'on a eu droit à une. Là pour l'instant, j'ai vu énormément de gendarmes, très sympathiques au demeurant.
Mais le village de Saint-Martin est complètement bloqué. Donc c'est un petit village qui est entre Salis-du-Salat et Roued, enfin à 4-5 km de Montastruc. Déjà, j'ai du mal à comprendre pourquoi cet effet d'annonce particulier, enfin bon, un peu étrange. Donc moi, je me suis un petit peu décalé, je regarde un peu, il y a un peu de mouvement autour, mais c'est très bouclé, quoi. Je veux dire. Oui, on imagine, c'est sûr. Merci beaucoup, cher Baptiste, pour ce reportage en direct live. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite, bien entendu, on va revenir sur ces attentes de propositions du Premier ministre qui vient d'annoncer, enfin qui va annoncer en tout cas les mesures tant attendues par les agriculteurs. Pour l'occasion, il s'est donc rendu dans cette exploitation en Haute-Garonne avec cette question, Philippe. Oui, cette question. Attal peut-il calmer la colère des agriculteurs? Est-ce que pour vous, c'est trop tard pour aller les rencontrer? Est-ce qu'il a des moyens de négocier, sachant que pour l'agriculture, tout ou presque se décide à Bruxelles? Est-ce la rencontre de la dernière chance? Attal peut-il calmer la colère des agriculteurs? Vous êtes 94% à dire non. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée Véronique Le Floch est avec nous, présidente de la Coordination Rurale de France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Petite question avant la petite pause. Comme en 2018 avec les Gilets jaunes, est-ce que malgré les réponses, les agriculteurs seront incontrôlables? Je ne sais pas s'ils seront incontrôlables. Peut-être qu'ils le seront dans certains endroits, mais en tout cas, ils peuvent tout bloquer. Et vous restez avec nous. 0826 300 300, c'est les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Merci en tout cas de votre fidélité. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Véronique Langlais, président des syndicats des bouchers de Paris. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous avez vu, on a muré l'autoroute. On est très très déterminés. Monsieur Attal, apparemment, pour parler, pour venir ici. Nous ne sommes pas entendus. Ça fait plusieurs mois que nous demandons à l'État d'entendre nos revendications. La venue du Premier ministre dans la région Occitanie, je précise bien, pas des paroles à Paris, avec le carnet de chèques pour qu'il tienne ses engagements. Du concret sur du long terme, commencer à faire ce qu'il y a à faire. Là, ça devient critique. Et la mesurette pour calmer les gens, il y en a plein le cul. Et donc le Premier ministre Gabriel Attal et Christophe Béchu et Marc Fesneau visitent en ce moment une exploitation bovine à Montastruc de Salis en Haute-Garonne pour apporter des réponses à effet rapide aux agriculteurs. On ne veut plus de paroles, on veut des actes, ont prévenu les responsables de la mobilisation, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que c'est pas un peu tard pour aller à la rencontre des agriculteurs? Est-ce qu'il a des moyens de donner des choses, sachant que pour l'agriculture, pratiquement tout se décide à Bruxelles? Est-ce que c'est la rencontre de la dernière chance? Attal peut-il calmer la colère des agriculteurs? Ça a légèrement bougé, puisque vous dites non à 93%. Et notre invité Véronique Le Floch est avec nous, présidente de la Coordination Rurale de France. Merci d'être avec nous. Philippe Bilger, forcément, l'attente est terrible pour l'instant. Je me rends compte que je risque d'avoir une position minoritaire et parfois ça ne me plaît pas autant que ça. Mais d'abord, la crise agricole n'a pas commencé avec la nomination du Premier ministre Attal. Mais partons de lui, et j'ai l'impression, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce pouvoir est peut-être maladroit, mais il a tout à fait conscience de la crise et de la colère du monde agricole. Ensuite, est-ce qu'il va parvenir à donner les bonnes réponses, à la fois, paraît-il, sur le plan écologique et pour apaiser la légitime colère des agriculteurs? Je crains que non, pour une raison simple, c'est que le monde agricole, et notre amie la présidente Le Floch vient de le démontrer, est tellement à vif et tellement légitimement en colère que je crains que même les propositions les plus favorables au monde agricole ne suffisent pas aujourd'hui à l'apaiser. Mais j'espère me tromper. Véronique Langlais. Oui, alors moi j'étais en train de penser à quelque chose. C'est il y a 3 ans, en 2020, on a eu une pandémie. Et là, bizarrement, tout le monde s'est rapproché de tous ceux qui étaient les personnes qui nourrissaient la population. On avait tous des mots bienveillants envers les agriculteurs, envers les commerçants, les artisans. Et ça s'est oublié aussi rapidement que c'est apparu. Et c'est un vrai sujet parce que pour moi, l'agriculture est un sujet préoccupant depuis
dans mon domaine, la crise de la vache folle. Ouais. On a vu beaucoup de comportements. C'était en 1996 de mémoire, hein, ça date un peu. On a eu beaucoup de comportements se modifier et là, il y a eu quand même quelque chose qui s'est opéré. Michael Sadoun. Je vais essayer de ne pas laisser Philippe Bilger dans sa minorité et le rejoindre au moins sur le fait que la crise ne date pas de Gabriel Attal. Je crois qu'il a retenu d'ailleurs les leçons d'Édouard Philippe et qu'il est en train de prendre des décisions sur le GNR qui vont exactement à l'inverse de la rigidité d'Édouard Philippe sur la taxe carbone à l'époque. Donc je pense qu'il a retenu de la crise des Gilets jaunes, mais je pense qu'il ne peut pas aller plus loin que ça pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que la crise est en train de se généraliser et qu'on n'est plus sur des mesures en particulier. Il y a la contestation d'un système général de l'Union européenne, des hauts fonctionnaires, des grandes entreprises et de la coalition de tout ça contre la vie des agriculteurs et contre même le mode de vie des agriculteurs, le mode de vie rural. La deuxième chose, c'est que les centres de décision ne sont plus à Paris en général. Ils sont dans l'Union européenne, qui continue d'ailleurs à tour de bras les accords de libre-échange avec le Chili, qui veut les lancer maintenant avec le Mercosur, et ils le font au mépris de toutes les manifestations qui sont en train de se dérouler en Europe. Je pense que c'est pas fait pour arranger la colère des agriculteurs. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui peut concerner la hausse des prix ne peut pas être fait parce que on est encore dans un contexte d'inflation qui empêche le gouvernement d'agir sur ça. Donc je pense qu'on sait tous comment ça va se finir. Ça va se finir par une politique du chèque, et je suis pas sûr que les agriculteurs la goûtent beaucoup, cette politique. Véronique Le Floch, vous êtes présidente de la coordination rurale de France. On a appris il y a quelques instants que la hausse du GNR, le gasoil non routier, était annulée. Est-ce que c'est selon LCI pourrait être annulé? C'est une info LCI qui est tombée il y a 3 minutes. Est-ce que c'est déjà un bon premier pas, et quelles autres mesures attendriez-vous en priorité? Alors déjà, c'est pas un progrès puisque cette taxe ou cette hausse de taxe n'a pas été encore appliquée. C'est vrai. Donc, s'ils avaient été logiques, ils revenaient à un gasoil totalement détaxé. Et là, au lieu d'avoir un effort qui était de 70 millions d'euros à la charge des agriculteurs sur 2024, et je le rappelle, 500 millions en 2030, parce que cette taxe, elle allait augmenter année après année. Donc là, on nous le détaxait, et on avait déjà un effort qui se chiffrait aussi en quelques centaines de milliers d'euros, mais ramené à chaque exploitation, c'est pas grand-chose. Et au moins, on achetait un carburant totalement détaxé. Et on avait une mesure visible dans nos exploitations de quelques milliers d'euros, qui justement aurait été un petit plus en termes de revenus, malgré que ça soit tout de suite avalé par les hausses de charges qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que nous, les agriculteurs, à chaque fois que nous payons nos factures, nous payons les retraites et tout le système social de tout le monde. Donc c'est ça qui ne va pas. Vous permettez, Véronique Le Floch, on va mettre un direct de le Premier ministre est en train de parler en direct. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. En tout cas, ses premiers mots. Tous ensemble là, elle veut dire 2 choses. D'abord, elle veut dire qu'on peut toujours se parler. Et ça, c'est très important. Notre pays, il a connu dans son histoire des moments difficiles. Il a connu des moments de tension. Mais on est un pays où on est toujours capable de se parler, de se dire les choses, de se les dire clairement, de se les dire franchement. Et je le dis, il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de situations de tension, sortir de crise. C'est par le dialogue. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire depuis le début de la semaine, j'y reviendrai. Mais il faut savoir se parler. Je le dis, il y a des colères saines. Mais il n'y a aucune violence justifiée. Et je sais, parce que vous êtes toutes et tous des femmes, des hommes de valeur, responsables, qui êtes toujours au rendez-vous de vos responsabilités et de vos devoirs, qu'un certain nombre de scènes qu'on a pu voir, et encore aujourd'hui à la MSA de Narbonne, évidemment qu'elles vous indignent, comme elles indignent beaucoup de Français. Et je pense qu'avec cette rencontre qu'on a ensemble, on est capable de montrer, oui, qu'on peut se parler, qu'on n'a pas besoin de se livrer à la violence, qui est absolument inexcusable pour avancer. La deuxième chose, c'est que cette rencontre, elle veut aussi dire qu'on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est un jour important pour l'agriculture française, pour le monde paysan, pour nos agriculteurs ici, dans la région Occitanie, mais partout en France. Et je sais que partout en France, il y a des agriculteurs, des éleveurs qui attendent ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que tout le monde, je crois, a envie de pouvoir avancer aujourd'hui. Et continuer à se parler, savoir mettre l'agriculture au-dessus de tout le reste. Voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui avec mes 2 ministres, Marc Fesneau et Christophe Béchu. Et leur présence à tous les 2, elle est aussi importante. Parce qu'elle permet de rappeler une chose, c'est que le gouvernement, il parle d'une seule voix. Il n'y a qu'une seule vision de l'agriculture. Et donc je vous le dis, je suis venu parce que je sais que vous ne pouvez plus attendre, qu'on ne peut plus attendre.
Je suis venu parce que vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire que le message, on l'a reçu 5 sur 5, que je vous ai entendu et qu'on vous a entendu. Et surtout que maintenant l'enjeu, c'est d'y répondre. Dès lundi, quelques jours à peine après les premiers blocages, vous le savez, j'ai fait le choix de recevoir à Matignon l'ensemble des responsables syndicaux. J'ai reçu tous les syndicats. Je venais d'être nommé Premier ministre, mais immédiatement, j'ai souhaité bousculer ce qui était prévu dans les premières semaines d'un Premier ministre pour recevoir vos représentants pour échanger avec eux. Et je peux vous dire que ça a été des dialogues d'une très grande franchise, toujours d'une très grande responsabilité, et je veux aussi la saluer. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est de vous montrer que avec les solutions que je vais vous présenter, non seulement le gouvernement vous a entendu, mais qu'en plus, il vous a compris. Il y a une urgence, et je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un jour de sursaut. On fera bien sûr un point sur toutes les propositions du Premier ministre. La phrase du Premier ministre, forcément, Véronique Le Floch, l'agriculture au-dessus de tout. Qu'est-ce que vous J'aimerais bien savoir ce que ça représente, parce qu'aujourd'hui, on est au contraire en dessous de tout. Nous, on traite mieux nos animaux qu'ils ne nous traitent. Exactement. Tout le monde vit sur notre dos. Tout le monde est content d'aller dans les fermes. On rentre dans les fermes. On rentre pas dans une boucherie, ou dans l'arrière-boucherie. Ici, tout le monde est libre. C'est comme si c'était un moulin. On vient, on dépose des produits sans qu'on ait commandé. Il y a tellement une confiance. L'agriculteur, c'est celui qui fait vivre tout le monde. C'est tellement naturel qu'on en oublie que lui aussi, il a le droit de vivre. Donc je ne sais pas comment, de si bas, il va nous ramener tout en haut. Quand il dit on vous a entendu, on vous a reçu 5 sur 5. Donc c'est un engagement quand même, rien que cette phrase. Eh ben, s'il nous a entendu, reçu 5 sur 5, j'aimerais savoir comment il va s'y prendre dans les jours à venir. Est-ce que justement, il reprend tous nos dossiers et tout est écrit dedans et c'est bon, on y va? Comme quoi c'est un mépris total. Pourquoi il l'a pas fait ou pourquoi ça n'a pas été fait 6 mois, 1 an avant? Ou alors, est-ce qu'il reprend les syndicats? On fait une intersyndicale ou est-ce que c'est à moi, coordination de rurale, d'aller voir la FNSEA, la Confédération Paysanne et le MODEF pour leur dire, est-ce qu'on demande un rendez-vous ensemble à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron? Fesneau, je pense que vu qu'il est mis de côté, là, je ne sais pas. Et est-ce qu'on décide ensemble et on reprend nos décisions? On y va? Ils font sans nous ou ils font avec nous? Est-ce qu'ils nous mettent en haut? Mais ils resteront quand même encore en haut. Donc c'est surtout quelle mesure il va proposer, mais comment il va s'y prendre? On attend avec impatience, en effet, Cécile, les mesures, parce que l'extrait que nous avons entendu de Gabriel Attal, aussi talentueux qu'il soit, ne sont que des banalités qui précèdent l'essentiel qu'on aura tout à l'heure. Véronique Langlais. C'est une longue introduction, en fait, assez redondante. Et moi, ce qui me gêne aussi par rapport à ces manifestations, c'est la désunion des agriculteurs entre eux et comme on avait, c'est pour ça que la crise ne faisait que monter entre le végétal et l'animal. Je pense que déjà, il faut se parler entre vous, entre nous aussi, entre filières, pour trouver un consensus et un équilibre entre chacun de nous, pour ensemble porter l'alimentation française. C'est ça. Mickaël Sadoun. Et moi, franchement, je trouve que dans le discours de Gabriel Attal, il y a une emphase et une exagération que je trouve très sincèrement déplacée dans ce moment-là. J'entendais l'autre jour sur CNews dans l'émission de Pascal Praud un agriculteur qui parlait de son mode de vie. Il disait qu'il travaillait constamment tous les jours, sauf un dimanche sur 2 où il s'octroyait une petite pause. Pas de vacances dans l'année, sauf une semaine par an. 12 heures de travail par jour et il gagnait 15 000 € difficilement par an. Et il se disait dans les agriculteurs qui étaient plutôt contents de sa situation. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce pays, on n'a vraiment pas mis les agriculteurs au-dessus de tout. Et si Gabriel Attal dit ça, est-ce qu'il est prêt vraiment à les mettre, par exemple, au-dessus de la construction européenne? Est-ce que s'il les met vraiment au-dessus de tout, il est prêt à suspendre les accords de libre-échange qui sont en train d'être négociés? Est-ce qu'il est prêt à suspendre les élargissements de l'Union européenne qui font que demain l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne et tirer la concurrence de manière totalement déloyale? Donc si vraiment il met les agriculteurs au-dessus de tout, qu'il mette ses décisions en œuvre. Mais je pense qu'il ne le fera pas. Véronique Le Floch. Déjà, il ne mettra pas les agriculteurs au-dessus de tout. Non, c'est impossible. Après, quand on parle de revenus, on peut parler de 15 000 ou peu importe le revenu des agriculteurs, mais il faut savoir qu'un agriculteur, s'il a un revenu social de 20 000 €, il a déjà 8 500 € de MSA. Ensuite, sur nos terres, nous sommes taxés à l'équivalent de 35%. Parce que nos terres, on déclare un loyer qu'on ne perçoit pas, qui est
fiscalisé à hauteur de 17,2 et on paie autant de taxes foncières sur le non bâti. Donc on paye déjà 35% sur un bien. Taxe foncière qui a augmenté, qui y compris pour les agriculteurs. Tout à fait. Incroyable. Donc 35%. Donc en fait, quand vous avez 20 000, moins 8 500, moins vos taxes foncières, mais il reste plus rien. Mais Véronique Le Floch, quand je vois toutes les propositions que vous faites, je me dis que le bateau, c'est pas qu'il prend l'eau, c'est qu'il est en train de couler. Ça veut dire que pour l'instant, aujourd'hui, il y a des agriculteurs pour qui c'est fini. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le temps d'attendre. Alors c'est fini et c'est bien pour ça que nous, la première mesure, c'est régler les problèmes de trésorerie. Quand on voit qu'on est atteint par des problèmes sanitaires, grippe aviaire, la MHE et des maladies, il y en a eu. Il y en aura de plus en plus. Et ils embêtent les agriculteurs pour un papier manquant. Et on est 1 an après, 2 ans après, parfois, avec des résiduels d'indemnisation qui ne sont pas versés. Qu'on a des agriculteurs qui, en plus de cette détresse financière, qui touche 40% des agriculteurs, la détresse psychologique, les enfants qui vivent ça. Oui. On va aller sur le terrain, à Pau, 0826 300 300 avec Eric qui est avec nous. Eric. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais juste Allez-y. un truc à vous dire là au sujet des agriculteurs, des normes qu'on nous a mis en place il y a 10 ans. Je tenais à dire cette norme, c'est-à-dire qu'on nous impose de polluer. Alors, je vais vous expliquer, mais on nous impose de polluer, mais comme il faut. C'est une mesure de la PAC. On nous impose de faire des couverts végétales sur d'une fois qu'on a fini de moissonner, pour soi-disant éviter l'érosion et piéger les nitrates et l'azote. Ce qui aujourd'hui, on n'a plus rien parce que vu le prix des intrants, vu le prix de l'azote, de l'engrais, des pesticides, des fongicides et tout ça, je peux vous dire qu'on fait attention à tout ce qu'on met. Alors cette mesure, aujourd'hui, c'est à peu près entre 30 et 40 litres de chou à l'hectare. Alors vous multipliez ça par le nombre d'hectares en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 26 millions d'hectares, mais c'est la folie, on perd la tête complet. Cette mesure, elle est dément, et c'est 10 lignes sur la PAC. Allez, donc la première mesure à enlever, c'est celle-là. Restez avec nous, Eric. Eric. De nous obliger à polluer. Restez avec nous. 0826 300 300. Bougez pas, Eric. On part dans les Landes avec Joël. Joël, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Joël. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais réagir à ce que vient de dire le monsieur de Pau, parce que c'est vrai que c'est complètement aberrant cette mesure. Et en vous prenant, c'est les agriculteurs qui font ces couverts végétaux, ils utilisent du glyphosate pour le détruire. Moi, je trouve comme il dit, on marche vraiment sur la tête. Absolument. Bougez pas. Et après, le mal est très profond, quoi. Il ne date pas de monsieur Attal, même de monsieur Macron. Il faudrait regarder bien en arrière, ça date vraiment pas d'aujourd'hui, tout ça, quoi. Véronique Le Floch, quand on entend les agriculteurs, là on a 2 agriculteurs qui ont appelé, Joël et Eric, des Landes et de Pau, on a l'impression qu'entre la paperasse et tout le reste, c'est Kafka ou Uburoi le métier d'agriculteur aujourd'hui, ou les deux à la fois. Eh ben tout à fait. Moi j'ai mon mari à la maison, il est obligé de me demander l'autorisation pour faire quelque chose, pour s'assurer qu'il a le droit de le faire et qu'il le fait bien. Non mais c'est grave, je peux faire là. J'ai dit non, et là je lui dis tu vas retourner ta prairie. Ah bah non, je vais pas retourner. Eh ben je dis si, parce que dans une période de 5 ans, on est obligé d'avoir une culture annuelle sur la période. Il me dit ouais, mais j'ai mis ma prairie avant, elle est encore productive. Eh ben je dis bah non, t'es obligé de la détruire, sinon t'es pénalisé et on retient tes aides de la PAC 5 ans en arrière. Véronique Le Floch, malheureusement il nous reste plus de temps. Vous avez quand même un peu d'espoir de cette présence du Premier ministre et de ses propositions? Alors c'est pas de l'espoir, hein. Toute l'agriculture est à revoir. J'espère que dès la semaine prochaine on se met au travail et qu'il se mettra pas au travail tout seul, parce que sinon ça revient au système qui est fait actuel, où il décide tout seul sans s'appuyer sur le terrain et sur ceux qui savent faire. Et vous avez peur des blocages aujourd'hui et que finalement ce soit incontrôlable ce soir? Ah bah écoutez, des tracteurs vous les mettez côte à côte, on a déjà bloqué les ports avec des grutiers, avec tout ça, vous ne bougez pas, Et là, je peux vous dire que les agriculteurs, ils ont des sacs de couchage. Là, on est solidaires avec ceux qui sont en culture, parce que nous, éleveurs qui avons des vaches à traire tous les jours, on doit être aussi sur nos exploitations. Mais il y a suffisamment de monde et je pense que c'est l'heure de vérité. C'est là que nous devons tous être solidaires. On met quand même le bonnet jaune et puis et au moins on aura chaud et puis on y va et on garde les blocus et puis on peut aussi se rapprocher du frigo français et c'est ça aussi, c'est la pédagogie du consommateur. Merci beaucoup Véronique Le Floch d'avoir été avec nous, présidente de la coordination rurale de France. Ces agriculteurs qu'on soutient bien entendu avec Sud Radio. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec le quiz de l'actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix et merci d'être avec nous. On est ravis de vous retrouver avec nos vraies voix du jour qui ont l'air d'être plutôt assez heureuses d'être avec nous. Philippe Bilger en l'occurrence. Très heureuse. Toujours le sourire, voilà, avec ses dents éclatantes, voilà, ses yeux qui pétillent. Avec pareil pour Véronique Langlais. Merci d'être avec nous, un président des syndicats des bouchers de Paris et Mickaël Sadoun, toujours fringant. Toujours, voilà, aujourd'hui il est Friday Wear, c'est la première fois qu'on le voit comme ça. On pensait pas que vous aviez des pulls. On pensait que vous n'aviez que des costumes. Je me suis décontracté, je me suis mis en casual Friday. Ah, Vous connaissez oui, le casual Friday? Your English is perfect. Merci. Ça lui va bien. Ça lui va bien. En tout cas, on dirait un playboy. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Joël est avec nous, bien entendu, pour jouer. Ça va, Joël ? Oui, très bien. Et Joël, vous savez, vous connaissez le principe, hein, c'est vous qui répondez en premier. Et on essaye le maximum de faire gagner nos auditeurs. Allez, c'est une question. Qui c'est qui l'a dit à un point ? Nous ne devons pas être guidés par des sondages, sinon à la place du Conseil constitutionnel, il faut nommer le directeur de la Sofres. Joël. Non, Langosha, aucune idée. Les vraies voix. Ouais. L'élu. Qui le mieux peut parler du Conseil constitutionnel ? Qui le mieux placé ? C'est pas Fabius. Si, bonne réponse de Philippe Bilger. Merci, mon cher Cécile. On a un code tous les deux. Corruption active. Qui c'est qui l'a dit? C'est une question à 2 points sur la décision du Conseil constitutionnel. Il faut que le peuple reprenne le pouvoir au gouvernement des juges. Joël. Je crois que c'est... Langosha aussi. Je tente Wauquiez. Non, pas du tout. Zemmour. Bonne réponse de Mickaël Sadoun, 2 points. J'étais trop moderne. C'était l'un ou l'autre. Ouais. Question, mon cher Joël, à 3 points du qui l'a dit, j'arrive même pas à le dire, tellement ça m'émeut. La décision du Conseil constitutionnel n'est certainement pas un échec pour la majorité présidentielle. Ah, donc c'est quelqu'un de la majorité. Oui. Ouais. Qui a un poste très élevé. Monsieur Macron? Non. C'est une femme. Un tout petit peu en dessous. Attal? Non, une femme. Berger. Langosha. Non. 3e personnage de l'État. Braun Pivet. Il a été plus rapide, il a dit 3 points pour Mickaël Sadoun. Oui, j'ai embrayé sur le Yael. Non, il a dit Yael et vous avez dit Braun Pivet. Comment en disant Yael Ah bon? Oui. Ah oui, on va mettre là-bas. On donne pas le nom. alors. Si. Non, innégociable. Qui c'est qui? Il est très mignon parce qu'il négocie dit tout, lui. pas moi, avec sa petite voix d'enfant. Qui c'est qui l'a dit sur la hausse du prix de l'électricité? 9,8% au lieu de 10%. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est du cynisme. C'est de nouveau un président. Ah oui, mais Langosha aussi. C'est pas Hollande. Non, mais il n'y a pas que des présidents de la République, il y a des présidents de région. Il est dans le nord de la France. Bertrand. Bonne, elle a été plus rapide. Xavier Bertrand. Quand même, je sauve. Véronique Langlais. Bravo. C'est son disque. Attention, c'est la dernière question. Je pense que Philippe Bilger, vous pouvez faire un carton sur cette phrase. Qui c'est qui l'a dit? Je manipule le président jamais. Langosha aussi. C'est pas Colère. C'est une femme. C'est une femme. J'allais dire Benalla. Une femme qui lui est très proche. Oh bah. Brigitte. Bonne réponse de Philippe Bilger, Brigitte Macron. J'ai dit la sienne en même Et temps. Cécile, je vous demande de reviser les évaluations J'allais dire précédentes. Je redonne le c'est un score. scandale. Mickaël Sadoun 5, Philippe Bilger 4, Véronique Langlais 3. Et désolé Joël, vous êtes Fanny. Malgré les tentatives d'intimidation. Les soirs précédents, à un point près, ils nous rejettent. Joël, merci beaucoup Merci, d'avoir Joël. joué avec nous. Merci vous à avez vous. été, quoi qu'il en soit, formidable. Ah oui, On vous il a embrasse, été on vous fait très des gros bravo, bisous. Joël. Vous restez avec nous dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi? Alors, on a abusé, me semble-t-il, des cavaliers législatifs. Avec vous, Véronique Langlais. On fait l'actualité? Oui. Alors moi, je voulais parler du soutien de PETA aux agriculteurs. Avec vous, Mickaël Sadoun. Je vais dire pourquoi nous devrions tous regarder les élections américaines et en particulier les républicains. Et je viens de recevoir un texto d'Olivier D'Artigol qui dit: j'ai gagné, j'ai 8 points. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous avec Philippe Bilger, Véronique Langlais aujourd'hui avec nous et Mickaël Sadoun. Allez tout de suite. Félix, vous nous emmenez où dans quelques instants? Eh bien, on va partir dans l'Aveyron, puisque ça fait partie des endroits où les agriculteurs se mobilisent. Ainsi, ils faisaient des opérations escargots sur 2 viaducs cet après-midi.
Et moi, j'ai vu rouge en apprenant que, pour cause d'élections européennes, France Télévisions avait décidé de suspendre les émissions d'investigation sur les politiques. Une décision qui pourrait paraître honorable, puisque si pas d'émission à charge, ni émission visant à donner une bonne image à une personnalité politique. Bonne pioche pour le pouvoir, puisque vont passer à la trappe 3 émissions consacrées à 3 membres de la majorité. On n'aura donc pas droit aux enquêtes sur Rachida Dati ni Gabriel Attal, 2 ministres, et pour éviter de rappeler des choses gênantes, la rediffusion d'un portrait d'Alexis Kohler, prévu mi-février, a été passée par pertes et profits. Jordan Bardella et Sofia Chikirou, ciblés par 2 émissions à charge, doivent apprécier cette décision. Ceux qui croyaient encore en la neutralité du service public peuvent avaler leur chapeau, car annuler des reportages sur des membres du pouvoir après avoir lynché des membres de l'opposition, c'est quand même, à mon humble avis, un peu fort de café. Il y a quelques années, le slogan de France Inter était « Écoutez la différence ». Le nouveau slogan de France Télévisions, vu sa soumission au pouvoir, est tout trouvé. France Télévisions, regardez la déférence. Philippe Bilger. Surtout qu'ils ont prétendu que c'était pour sauver le débat démocratique. Mais derrière tout cela, il y a tout de même la conscience. Je pense que le complément d'enquête sur Bardella était un scandale. J'espère qu'il y a un peu ça tout de même derrière. Mickaël Sadoun ? Non, mais de toute façon, Delphine Ernotte n'est pas son premier fait d'armes. Moi, je considère que c'est indigne qu'une personnalité comme ça soit à la tête de l'audiovisuel public. D'ailleurs, elle a signifié son projet devant une commission d'enquête, je crois, à l'Assemblée nationale. Elle a dit « Je ne veux pas représenter la société telle qu'elle est, mais telle que je veux qu'elle soit ». Donc, c'est une femme qui a un projet politique, qui essaye de débrouiller aussi sa place par rapport au pouvoir, donc elle essaye de pas trop l'égratigner non plus, mais c'est une gauchiste de base. Voilà. Assumé. Véronique Langlais. Complètement assumé. Vous êtes d'accord avec ce coup de gueule ? Bah oui, évidemment. C'était pas obligatoire. Hein. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais si en général, je partage mes coups de gueule avec moi-même. Oui, mais moi en général, je suis souvent d'accord avec vous, Philippe. Oh bah merci, vous avez une bonne source d'inspiration. Vous n'auriez jamais dû dire ça, Véronique Langlais. Vous venez de casser le métier. Allez, tout de suite, Félix Mathieu et Félix, vous avez la parole, bien entendu. Direction. Direction ce soir l'Aveyron, où les agriculteurs organisaient des opérations escargots sur les viaducs de Tanus et de Millau cet après-midi. Bonsoir, Joël Mazard. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, éleveur de chèvres et de vaches au brac à Luc Primoban. En Aveyron, membre de la FNSEA aussi, vous êtes responsable national de la filière caprine. Alors, je vous dis en quelques mots quand même les premières annonces de Gabriel Attal, puisqu'il a pris la parole tout à l'heure. Il annonce vouloir faire respecter la loi Egalim, notamment. Alors, avant tout ça, il dit avoir compris quand même la problématique des agriculteurs. Aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est de vous montrer que, avec les solutions que je vais vous présenter, non seulement le gouvernement vous a entendu, mais qu'en plus, il vous a compris. Il y a une urgence, et je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un jour de sursaut que je veux. Alors, les mesures concrètes, faire respecter Egalim, la loi donc sur les prix en renforçant les contrôles de la répression des fraudes dans les magasins, faire pression sur les négociations commerciales avec la grande distribution, des sanctions très lourdes contre les entreprises, les magasins, l'agroalimentaire qui n'appliqueraient pas les tarifs, et c'est le cas parfois, accélérer les aides d'urgence qui sont dues, et puis sur l'eau aussi, il promet tout un tas de simplifications, diminuer les recours contre les infrastructures, contre les travaux agricoles, diminuer le nombre de recours pour simplifier finalement les délais. Alors, Joël Mazard, est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a compris ? Alors, si on l'écoute, effectivement, il a entendu même, j'ai cru comprendre. J'ai envie de le croire, et beaucoup de paysans et d'agriculteurs ont envie de le croire, mais j'ai le sentiment que c'est pas des choses de concrètes qui vont se traduire dans les fermes demain. C'est un petit peu ça la problématique qu'on dénonce. Et si ça prend du temps, je suis pas sûr que, vu le niveau de colère qu'on a aujourd'hui sur le territoire, vous avez bien vu d'ailleurs, ça vous aura pas échappé, que c'est pas un syndicat seul aujourd'hui qui mène la revendication. Tous les syndicats agricoles sont sortis. Il n'y a jamais eu autant de mobilisation au niveau national de ce milieu agricole. Et j'ai peur que ce soit encore beaucoup trop insuffisant dans la rapidité d'exécution. Gabriel Attal qui annonce aussi à l'instant que la France s'oppose à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays de Mercosur d'Amérique du Sud. Est-ce que ça, par exemple aussi, c'est quelque chose qui va dans le bon sens malgré tout ? Oui, c'est dans les revendications qui sont amenées, mais vous avez bien vu qu'il y avait plus d'une centaine de demandes faites par la profession agricole aujourd'hui. C'est des mesures qui vont dans le bon sens. Mais est-ce que ce sera
suffisant par rapport à la colère qu'il y a aujourd'hui, j'ai peur, je le redis, mais que cela n'aille pas assez vite, parce qu'au bout du bout de tout ça, il y a une chose aujourd'hui qui a été l'élément déclencheur, c'est quand même le manque de prix des produits et le manque de revenus de cette profession-là. Est-ce que s'il débloquait forcément, s'il remboursait immédiatement les aides européennes plutôt que d'attendre un an, est-ce que c'est une mesure qui serait efficace immédiatement ? Alors, ce serait efficace immédiatement. De là à vous dire que tous les barrages vont être levés, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, nos responsables nationaux, on a une réunion de travail là, dans quelques minutes, vont s'exprimer publiquement à 20h et analyser de façon la plus pointue possible les orientations qui sont données. Moi, comme ça, là, je viens de rentrer, donc j'étais sur le viaduc de Tanus, où on a bloqué chez nous, on a fait une opération escargot sur le viaduc de Millau. J'ai envie de vous dire, comme ça, j'ai le sentiment que ça va dans le bon sens. Mais je le redis, vu le niveau de colère qu'il y a aujourd'hui, j'ai peur que la rapidité d'exécution, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a des normes, il y a tout un tas de choses à mettre en place, j'ai peur que ça n'aille pas assez vite concrètement dans les cours de ferme. Le Premier ministre annonce à l'instant mettre fin, je cite, à la hausse du gasoil non routier agricole. Bon, faut rappeler quand même que ça, c'était aussi un point déclencheur même. Tout à fait, c'est un des points qui était listé, donc voilà. Si ça continue encore pendant 2 heures, puisqu'il avait déjà pris beaucoup de retard, on va avancer sur les points, c'est plutôt satisfaisant. Mais une fois de plus, j'ai peur que ce soit pas assez rapide, parce que la colère est telle. Vous savez, un peu d'histoire, on l'oublie toujours. Dans notre pays, les révolutions sont venues souvent du monde de paysans. Et j'ai peur que si ça n'aille pas assez vite, et que dès ce week-end, on ne désamorce pas le mouvement, il y a dans notre pays des convergences d'autres milieux professionnels. Et d'ailleurs, les RG parisiens l'ont très clairement exprimé à l'exécutif. Aujourd'hui, on a un risque d'embrasement du pays France. Merci beaucoup Joël Mazard d'avoir été avec nous, éleveur de chèvres et de vaches Aubrac à Luc Primo en Aveyron et membre de la FNSEA, responsable national de la filière caprine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Avec vous Véronique Langlais, on va parler de quoi ? On va parler de la position de PETA pour le soutien des agriculteurs. Avec vous Philippe Bilger. Trop de cavaliers législatifs. Et avec vous Mickaël Sadoun. Pourquoi on devrait suivre les passionnantes élections américaines ? Eh bien on en parle dans un instant. Vous pouvez réagir, bien entendu, vous êtes les bienvenus, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio de l'actualité. Et Philippe Bilger, c'est sur les cavaliers législatifs que vous voulez faire votre tour de table de l'actualité. Oui, alors je ne suis pas un spécialiste de la constitutionnaliste, mais il me semble tout de même, et sous le contrôle de Mickaël qui connaît très bien tout ça. Ouh là là. Non mais vraiment. D'abord, je crois que le Conseil hier a eu une interprétation très extensive, si je ne me trompe pas, de l'article 48 de la Constitution sur les cavaliers législatifs. Il a donné une définition très stricte qui les a multipliés. Deuxième élément, bien, si j'ai saisi, on n'a pas le droit d'introduire dans une loi un élément qui n'a pas été débattu en première instance, en quelque sorte. Mais je trouve que cette interprétation très dure fait bon marché du fait que le débat parlementaire n'a pas été étoffé ni substantiel. Et donc je trouve que le citoyen ne comprendra rien à cette rigueur, et même en examinant de bonne foi tout ce qui est qualifié de cavalier législatif, on a l'impression tout de même que sur le fond, des mesures censurées aurait permis une lutte efficace contre l'immigration. Donc, peut-être les constitutionnalistes distingués nous expliqueront, je parle pas de Mickaël, ça c'est sûr. Ce serait me surestimer. Il est distingué, mais peut-être... Oui, mais pas constitutionnaliste. Ouais. Mais les gens ne comprendront peut-être pas la décision largement prise par le Conseil sur les cavaliers législatifs, puisqu'encore une fois, pratiquement que des problèmes de forme. Mickaël Sadoun, comme il a été qualifié d'expert, ou à moins galanterie oblige. Non, mais moi je voulais en profiter pour parler d'un cavalier législatif qui m'a énormément gêné. C'est lorsque la loi Egalim a voulu mettre aussi le fait que la dénomination steak ne soit plus employée sur les produits végétaux et que c'est passé en cavalier législatif. Ça a été pour moi
dramatique. Donc vous avez compris, Véronique, quand on ne connaît pas un sujet, on parle d'un autre. Voilà, exactement. Mickaël Sadoun. Bravo. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Pour moi, parfois, les politiques se cachent derrière une technicisation du droit, une scientifisation du droit, mais il y a bien un moment d'interprétation. Il faut cibler évidemment de manière pertinente où se situe cette interprétation pour ne pas tomber dans un populisme débridé. Mais il me semble que c'est en effet sur cette interprétation du cavalier législatif. Personnellement, je trouvais qu'il était de bonne loi d'élargir le sujet sur l'immigration légale dans un texte qui traitait principalement du traitement de l'immigration illégale, notamment par soit des régularisations, soit des expulsions. Évidemment, le débat s'est un peu étendu, mais je pense qu'il serait aussi de bon sens que les juges constitutionnels ne se coupe pas totalement du débat politique dans le pays, de l'opinion majoritaire et du fait que les Français avaient également envie de débattre de l'immigration légale, que par la voix de leurs représentants, ce sujet s'est invité dans le débat politique et qu'il n'était pas du tout exclu qu'on en parle. Et d'ailleurs, c'est la chose principale dont on parlait partout dans les médias et dont les gens parlaient, puisque l'expulsion des quelques clandestins ou la régularisation des travailleurs sans papier ne constituait pas le cœur de ce débat-là. Je regrette qu'ils aient fait ça. Ça nourrit évidemment une défiance entre le peuple et les juges, et ça débouchera sur un résultat des élections qu'on connaît tous et qui arriveront en juin prochain. Il ne faudra pas s'en étonner. On va passer à votre tour de table. Vous voulez parler d'une pub de PETA. Vous savez, c'est ceux qui sont contre les fourrures notamment. Des abolitionnistes en fait. Des abolitionnistes, des gens qui sont contre l'élevage. Et qui vous met hors de vous. Alors, qui me met hors de moi. Au départ, ça m'a fait rire, mais étant donné la situation sur le terrain, ça ne peut pas nous faire rire. Donc, PETA a fait son soutien assez particulier à l'agriculture française en donnant un soutien uniquement à l'agriculture végétale, puisqu'on voit donc sur un film un monsieur un peu bedonnant, très sympathique, promouvoir le lait français et soutenir l'agriculture, sauf qu'il s'agit du lait de soja. D'accord. Donc en aucun cas de nos agriculteurs. Je pense que c'est pour rebondir sur le fait que la France produit extrêmement peu de soja. Bah si, on est deuxième producteur européen quand même. Mais par rapport aux géants comme le Brésil, les États-Unis, etc. On est justement, je pense que c'est par rapport aussi. On est importateur de soja plus qu'exportateur. Et je pense que c'est aussi par rapport à l'élevage pour parler du soja, de déforestation, les animaux, etc. Enfin c'est bien pensé, c'est bien ficelé, mais c'est pas de bonne loi ces derniers temps. C'est quoi? C'est PETA? C'est une ONG de défense des animaux qui est contre les expérimentations sur les animaux, la forêt, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un peu de l'agribashing là quelque part? C'est complètement de l'agribashing. Sûrement. Mickaël Sadoun. Ah oui, moi je ferais pas de discrimination, surtout dans des moments comme ça, entre ceux qui élèvent des bovins, des ovins ou ceux qui font simplement de la culture végétale. L'agriculture est un ensemble en fait. C'est un ensemble, surtout quand on connaît les difficultés qu'ont connues les éleveurs bovins et ovins, notamment à cause de certaines maladies qui ont touché les animaux récemment. Donc je trouve ça absurde d'en profiter pour faire un petit coup de politique. Voilà, mais Véronique, vous aviez parlé de quelqu'un de sympathique et d'un peu fort. C'était pas Philippe David. Non mais pour revenir là-dessus, est-ce que quelque part, vous qui connaissez beaucoup d'agriculteurs, comme vous êtes présidente du syndicat et que vous les aimez en plus, mais comme ils vous aiment aussi, parce que vous êtes extrêmement sympathique, vous qui êtes présidente des bouchers de Paris, est-ce que quand eux ils voient ça, ils vous disent nous on en a marre, on a envie de rendre le tablier et de faire autre chose? Je pense surtout que c'est une des mesures dont le gouvernement devrait prendre conscience. C'est une forme d'agribashing. Oui, mais c'est la liberté d'expression aussi. Je me fais l'avocat du diable. Oui, mais c'est ne pas respecter les éleveurs, c'est ne pas respecter les agriculteurs dans leur ensemble. Parce que je rappelle que l'alimentation, c'est un équilibre et que nous avons besoin autant de l'animal que du végétal. Et je pense que ça devrait être pris en compte et que cette forme d'agribashing devrait être punie. On peut effectivement avoir la liberté d'expression, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, il y a des exploitations qui sont attaquées, incendiées. Parfois même des boutiques, des crèmeries, des boucheries, absolument, etc. Absolument. Et je pense que les sanctions ne sont pas assez lourdes. Quand il y a sanctions. Vous voulez des sanctions plus lourdes, vous, Mickaël Sadoun?
Oh non, je dirais pas que je veux des sanctions. Après, évidemment, il faut débattre. Et pour ce qui est de l'équilibre entre le végétal, l'animal, etc., je crois que même les nutritionnistes sont un peu en train de revenir de la tendance d'il y a quelques années qui consistait à dire qu'on pouvait combler tous les besoins protéiniques de l'homme avec la baie de goji et que sais-je encore. Exactement. Donc je crois qu'ils sont en train d'en revenir. Attention, je suis là. Je suis non, mais pourquoi pas modérer les consommations de viande, non seulement parce que voilà, simplement pour une bonne santé, et puis aussi parce que peut-être que la production de protéines par litre d'eau utilisée et peut-être que c'est plus dispendieux quand on parle de l'animal que du végétal. Non. Bon, il faut prendre la mesure aussi du temps qu'on met à produire un morceau de viande par rapport à une carotte. D'accord. Et surtout ne jamais mettre les deux en opposition puisque les deux font une assiette parfaite. D'accord. Avec les légumineuses. Et je m'en remets au jugement de l'expert. Et les mêmes nutritionnistes en plus de bouchères. Dans quelques instants, la suite du tour de table de l'actualité, vous allez parler des républicains français par rapport aux républicains américains, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils devraient regarder leurs cousins d'outre-Atlantique. Ça leur donnerait quelques leçons, je pense. Je crains le pire. Et à 18h35, notre coup de projecteur, craignez-vous une paralysie du pays suite au barrage ? Eh bien, vous dites non à 60%. On en parlera avec Alexandre Clarton, président de l'UNOSTRA, le syndicat des TPE-PME du transport routier. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 ou le sourire d'Aude attend vos appels. On se retrouve tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Véronique Langlais et Mickaël Sadoun. Dans quelques instants, notre coup de projecteur. Craignez-vous une paralysie du pays ? Pour le moment, vous dites non à 60% sur Twitter. On attend vos appels au 0826 300 300. Mais c'est aux États-Unis, mais entre les USA et la France, que part votre tour de table de l'actualité, Mickaël Sadoun. Oui, moi très rapidement, je voulais revenir sur en fait la démission entre guillemets de Ron DeSantis de l'élection américaine suite à sa première défaite dans l'Iowa. Pourtant, Ron DeSantis avait vraiment des qualités pour plaire. C'était un candidat. Disaient que c'était le candidat quasi naturel après les élections de midterm. C'était le candidat idéal. Moi, c'était mon candidat préféré devant Trump. Il a évidemment une sensibilité conservatrice. En fait, c'est un Trump sans les excès de Trump. Il a fait Harvard et Yale. C'est quelqu'un qui a une grande culture, qui a une grande intelligence, qui sait tenir de beaux discours. Il a fait la guerre en Irak à l'époque, donc en plus, il a un patriotisme qui n'est plus à prouver. Il gère la Floride assez magnifiquement, puisque la Floride se porte très bien, notamment d'un point de vue économique. C'est le 3e État le plus peuplé des États-Unis, donc ça lui donne une crédibilité de ce point de vue-là. Et pourtant, il a été totalement balayé par la tornade Trump. Moi, je pense que les républicains en France devraient regarder de près quelles ont été les raisons de cet échec, parce qu'il y a un profil en France que vous reconnaîtrez peut-être, brillant dans ses études, qui gère une région en France qui marche plutôt assez bien, qui aimerait peut-être se présenter à la présidentielle. Bon, il s'appelle Laurent Wauquiez, évidemment, on l'a reconnu. Il devrait peut-être s'intéresser de près aux raisons de cet échec. Je pense que DeSantis n'a pas été assez offensif avec ses candidats parce qu'il n'avait pas envie de jouer l'antipopuliste. Et en même temps, il pouvait pas prendre la place de Trump et être plus populiste que le chef des populistes qui est Trump. Donc, il s'est tenu sur une ligne de crête qui ne lui a pas été profitable, ce qui a fait que son élection, sa candidature est un peu retombée comme un soufflet, alors qu'il s'était lancé avant Trump. Donc, peut-être une leçon à retenir. Moi, j'estime que Laurent Wauquiez a ses chances pour 2027. Je remarque que ses sorties dans la presse sont toujours, pour moi, assez brillante, assez bien placée. Il a raison de ne pas céder aux sirènes des médias parce que 2027 est loin et que les médias ne vont pas tarder à lui tomber dessus s'il sort du bois. Mais quand même, à regarder de très près. Philippe Bilger. Alors, Mickaël, puisqu'on évoque nos pronostics, nos préférences, moi j'espère qu'il y aura tout de même une primaire en 2027 pour permettre à des gens, par exemple comme David Lisnard, de concurrencer Laurent Wauquiez. J'ajoute, et là je vous rejoins totalement, sur le plan négatif, il y a une autre ressemblance avec DeSantis et Laurent Wauquiez, de mon point de vue, c'est que je pense que tous les deux ont très mal commencé. DeSantis, très vite, la déception est arrivée. Il n'a pas accroché lors de son début de campagne. Et Laurent Wauquiez, à force de refuser les obstacles, va nous dissuader peut-être de voter pour lui au moment où il affrontera l'obstacle suprême. Je suis pas sûr qu'il soit dans un refus d'obstacle. Moi, je pense que s'il cède et qu'il se présente maintenant, alors évidemment, c'est exclu, puisque aux européennes, évidemment, on va peut-être pas y avoir le résultat escompté, ce qui va être mauvais pour sa candidature. Mais je pense qu'il a raison de pas sortir trop tôt, parce que les médias vont lui tomber dessus. On les connaît, on sait comment ça marche. À chaque fois de s'engager.
quand on l'attend. Il fait des apparitions sporadiques et je pense qu'il est assez réactif. Hier, sur la réaction du Conseil constitutionnel, il n'a pas eu sa langue dans sa poche, il a écrit une belle tribune et puis bon, il s'est lancé sur ce sujet. Véronique, est-ce qu'on peut comparer j'allais dire un truc de fille. Sans discrimination positive, on peut pas aussi penser à une femme. Nikki Haley. Nikki Haley, qui est l'autre candidate à la primaire républicaine. Oui, et en France, transposé mais moi, je l'adore. Juste Nikki Haley, je la préfère à DeSantis. Si on doit aller sur le débat de la discrimination positive, moi, j'y suis fermement opposé et je pense sérieusement que les quotas en politique obligatoires sur les listes ont été dévastateurs, non seulement pour la politique, mais aussi pour les femmes en politique. Oui, je suis d'accord. Puisque parfois, on a forcé des femmes qui n'avaient pas le niveau à se présenter à certains postes, qui a décrédibilisé les autres, qui étaient parfaitement légitimes. Ceci dit, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas au niveau non plus et qui sont aussi sur les listes. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour vous, je vous pose la question, comme vous suivez la candidature. En France, donc, vous voyez qui en femme? En France, en femme, alors là, je vois pas du tout. Mais de toute façon, je vais vous dire, non, mais très franchement, ce débat ne m'intéresse pas. S'il y a une femme demain qui est apte, je le dirai haut et fort. Mais une dernière question, vous suivez la présidentielle américaine. Trump a déjà gagné pour vous la primaire républicaine. Philippe Bilger a les yeux de chimène pour Nikki Haley. Mais c'est très bien parti. Il a gagné. C'est très bien parti. Nikki Haley tient bien. Elle est plus courageuse que DeSantis. Elle est plus courageuse que DeSantis. Moi, je pense que DeSantis aurait dû persister. Et peut-être que les sondages seraient remontés. D'ailleurs, c'est le cas pour Nikki Haley depuis que Ron DeSantis est parti. Mais je pense que Donald Trump a quand même une grande longueur d'avance. Et il y a maintenant dans le Parti républicain une forme de culte de la personnalité autour de Trump. C'est lui le dérangeur du système, ce ne sont pas les autres. Donc il en profite. DeSantis en plus a été suffisamment lâche pour faire voter pour Trump. Oui. Et Trump d'ailleurs ne lui en a pas été gré puisqu'il a dit j'ai pas besoin de ses voix. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Les agriculteurs continuent de faire des barrages dans tout le pays. Plus de 400 km d'autoroutes sont paralysés, notamment. Alors parlons vrai. Est-ce que le mouvement des agriculteurs est en train de sortir de tout contrôle? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que les forces de l'ordre interviennent pour débloquer les barrages ou pas? Craignez-vous des conséquences lourdes pour l'économie? Nous sommes en compagnie d'Alexandre Clarton, président de l'UNOSTRA, le syndicat des TPE-PME du transport routier. Alexandre Clarton, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous craignez des actes de violence contre vos camions et vos chauffeurs? Alors, oui et non. Contre nos chauffeurs, non, pas spécialement. Je pense qu'il y a quand même une certaine... un certain respect, mais contre nos camions, oui. On a eu d'ailleurs aujourd'hui, pour ma part, un camion qui a été vandalisé avec le déchargement de la marchandise sur les côtés. Et ce sont nous, transporteurs, nous, petites entreprises, nous, TPE, PME, qui sommes pénalisés avec l'obligation d'appeler nos assurances et puis avec une perte donc de moyens, de chiffre d'affaires, une perte du voyage, une perte à tous les niveaux. Et ça devient lassant. Voilà. Vous voulez réagir à ce débat? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. C'est les vraies voix de Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Véronique Langlais. C'est l'heure du coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Sur l'autoroute A1 qui est entièrement bloquée, 105 tracteurs, plus de 200 agriculteurs. La N118 qui est totalement à l'arrêt. Pour ce 8e jour consécutif, blocus de cette autoroute A64. Nous on a choisi ici l'autoroute absolument parce qu'en fait ici on embête ceux qui font du commerce. Donc les grosses structures. Pensez à Rungis, le blocage de Rungis, ce serait une catastrophe. Il y a ici donc que des agriculteurs, il n'y a aucun politique. On n'est pas là pour faire de la politique. Si eux assument, et nous on assumera demain matin, on nettoiera l'autoroute parce que moi je veux que c'est nous qui avons envahi l'autoroute, donc on sortira. Moi je veux sortir digne de ce combat. 400 km d'autoroutes bloquées dans le sud de la France, du jamais vu selon Vinci Autoroute. Des autoroutes mais aussi des nationales coupées aux quatre coins du pays. Un bâtiment de la Mutuelle Sociale Agricole a été incendié à Narbonne. Les agriculteurs menacent également de bloquer les principaux accès à la capitale dès demain. Alors parlons vrai, est-ce que le mouvement des agriculteurs est en train de sortir de tout contrôle? Souhaitez-vous que les forces de l'ordre interviennent pour que la circulation redevienne normale ou pas? Craignez-vous des conséquences lourdes pour l'économie? Craignez-vous une paralysie du pays? Vous dites non à 60%. Avec nous, Alexandre Clarton, président de l'UNOSTRA, syndicat des TPE-PME du transport routier. On fait déjà un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que vous craignez une paralysie du pays? J'éprouve une énorme sympathie politique, sociale, humaine même, à l'égard du combat des agriculteurs, dont on a rappelé tout à l'heure qu'il n'a pas commencé avec Gabriel Attal. Et en même temps,
Depuis quelques jours, j'ai très peur qu'ils ne sachent pas jusqu'où aller trop loin. Je vais dire par là que je crains en permanence un basculement qui qui altérerait cette sympathie quasiment générale en une sorte d'hostilité je dirais pas importante au début, mais de plus en plus forte, parce qu'à la longue, le basculement créerait plus d'incommodité pour les Français que de soutien pour les agriculteurs. Et je pense notamment sur ce plan au propos de Monsieur le Président Clarton, il n'y a aucune raison que les agriculteurs s'en prennent à des professionnels qui accomplissent leur travail. Certes, ils peuvent transporter des produits venant d'ailleurs, mais tout de même, les agriculteurs doivent savoir garder la mesure. Sinon, cette sympathie qu'on a pour eux risquerait de tourner en hostilité, j'ose le dire. Véronique Langlais. Alors moi, ils savent, ils sont nombreux à savoir, parce qu'au bout de 30 ans, quand on parcourt la France, j'en connais un certain nombre, ils savent l'admiration que j'ai pour eux, et ils savent que nous sommes tous liés les uns les autres, transporteurs, de l'amont à l'aval, on est tous liés. Alors moi, je comprends qu'il y a un ras-le-bol sur de nombreux points, néanmoins, effectivement, il y a une chose que je ne tolère pas, c'est la violence, quelle qu'elle soit. Alors, j'imagine qu'il s'agit d'électrons libres, et auquel cas, je pense que les manifestants seront, a priori pas toujours, seront les diriger vers la vraie et la belle voie. Néanmoins, effectivement, il faut qu'ils comprennent qu'on les écoutera uniquement s'ils restent bienveillants. Mickaël Sadoun. Bien sûr que je peux comprendre cette crainte vis-à-vis d'un basculement qui décrédibiliserait le mouvement et qui, je pense, nous ennuierait tous. C'était le cas au moment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes auxquels j'étais farouchement favorable, jusqu'au moment où ils ont fait des actions de violence, notamment à l'Arc de Triomphe, au moment où les Black Blocs se sont invités régulièrement et même constamment dans leurs manifestations. Et les boutiques. Les boutiques, évidemment, ils ont pourri la vie des commerçants. Bon, bref, je ne parle plus des Gilets jaunes, je parle des agriculteurs. Il faut bien reconnaître cependant que c'est cette violence qui fait réagir le gouvernement, qui ne consent à de réels efforts que quand il est dos au mur. Donc je suis sur une ligne de crête quand même sur l'utilisation ou non d'actions non pas violentes, évidemment, et encore moins pour des personnes, mais sur l'emploi de méthodes non conventionnelles, on dira entre guillemets. Mais pour le reste, j'invite quand même les agriculteurs, évidemment, à s'organiser de la manière la plus institutionnelle et politique possible. Je les invite à se regrouper, ils constituent une force pour ce pays. Je les invite aussi à voter, à participer aux élections, puisque c'est parfois des segments de la population qui votent peu. Il y a des élections européennes qui arrivent. Il me semble que le cœur du sujet dont on est en train de parler, c'est l'Europe. Donc leur rappeler de voter en juin 2024. Et voter sensé surtout. Voilà. Alexandre Clarton, je rappelle que vous êtes président de l'UNOSTRA, syndicat des TPE-PME du transport routier. Qu'est-ce que vous voulez répondre aux vraies voix après leur tour de table ? Écoutez, je pense qu'on est dans la même optique. Si sur le fond, on est nous aussi d'accord, je pense, et en accord avec les agriculteurs et leurs revendications, je pense qu'elles sont nobles et ils ont des besoins, tout aussi forts qu'ils soient, ils ont des besoins comme nous aussi. Nous en avons et nous réclamons aussi au gouvernement certaines choses, mais c'est plus sur la forme, si vous voulez, c'est la forme qui devient gênante. Nous avons peur d'une radicalisation du mouvement. On a donc des barrages et des blocages qui sont devenus maintenant des blocages de peur. Faut pas oublier que nos conducteurs, donc pour la plupart, certains sont partis déjà pour la semaine ou alors partent pour 2 jours, ne sont peut-être pas équipés pour dormir dehors et puis ils se retrouvent dans des barrages, des blocages qui durent des journées entières. Il y a ce stress, il y a aussi des fois les déviations qui sont pas adaptées aux poids lourds. Oui. On a donc un risque sur des camions qui circulent sur des toutes petites routes, qui vont croiser des véhicules, des automobiles qui partent le matin pour au travail, avec un poids lourd qui n'est pas adapté à la route et ni au poids. On a des ponts qui sont pas adaptés pour nous. On a toute une multitude de choses qui font que on prend beaucoup de risques pour faire simplement notre métier. Et puis, faut pas oublier que nous, on sort d'un épisode neigeux sur lequel nos camions se sont mis sur le bord de route quand il neigeait ou parfois quand il neigeait pas. Et ça, c'était donc il y a une dizaine de jours. Et puis, on enchaîne maintenant donc avec ce mouvement d'agriculteurs. Comme je dis encore une fois, leur cause est noble, mais pas la forme.
Et la libre circulation, c'est quelque chose que nous devons préserver dans notre pays pour la sécurité des citoyens, pour la sécurité de tout le monde, et puis surtout pour le travail des TPE, PME, peu importe l'entreprise quelle qu'elle soit. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur le Président, j'ai bien conscience du caractère très intense de l'affrontement d'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez déjà connu des épisodes de même nature ? Bien évidemment. On n'en est pas encore à l'épisode des Gilets jaunes qui, pour nous, est un mauvais souvenir, mais qui est un souvenir délicat et qui nous fait penser de suite à ça quand on se fait ouvrir les remorques sans qu'il y ait le moindre accord sur le bord de route pour te faire jeter une paire de palettes par terre avec des fruits et légumes pour la plupart français, ils sont pas tous étrangers. Hein. Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes en hiver et nous produisons peu de fruits et légumes en hiver, donc on a quand même un besoin d'importation. Voilà, donc oui, on a connu, j'ai envie de vous dire pour l'instant on a connu bien pire que ça, mais je ne souhaite pas le revoir. Ça réagit au 0826 300 300 direction la belle ville de Bergerac dans le beau département de la Dordogne. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, oui, en plein pays vinicole d'ailleurs. Oui, le pays charmant notamment et le Mont Bazillac. Pas le Mont Bazillac, Si, c'est ça. On vous écoute. Le Saucignac, voilà. Mais moi j'ai peur que ça soit... j'ai peur que ça puisse pas avoir d'autres solutions que d'aller dans le sens que ça peut s'envenimer, parce qu'en fait compte, ça fait depuis d'ailleurs pas qu'une semaine, parce que ça fait depuis plus d'un mois qu'on voit tous les agriculteurs des pays européens, enfin de certains pays européens, l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie, etc. Voilà, c'est pas un problème qui peut se résoudre entre les gouvernements et leurs agriculteurs, c'est un problème européen. Tout à fait. Alors chacun cherche des solutions au niveau de l'État, mais l'État, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va dire on suspend tous les traités et puis on remet des frontières pour vérifier les produits, parce que dire qu'on va augmenter le contrôle d'où viennent les produits, mais c'est pas gérable, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on est tout simplement en train de remettre en question l'Europe. Alors au moins au niveau des produits agricoles, le débat est là. Frédéric, restez avec nous parce que ça va nous permettre de faire réagir Alexandre Clarton, le président de l'UNOSTRA. Souvent, on a entendu les transporteurs routiers se plaindre de la concurrence des routiers polonais, bulgares ou roumains. Là, c'est un peu la même chose avec les agriculteurs qui se plaignent du poulet polonais qui arrive à des prix défiant toute concurrence. Ukrainien. Et pourquoi pas demain sans douane. Et pourquoi pas demain ukrainien, alors totalement s'il rentrait dans l'Union européenne. Est-ce que vous vivez la même chose? On parlait du problème de l'Europe avec Frédéric, vous les transporteurs routiers et les agriculteurs. Alors nous vivons la même chose, exactement, nous vivons la même chose, mais nous nous sommes battus, nous syndicats, transporteurs routiers, nous nous sommes battus tout au long des années, et c'est un vieux combat, c'est un combat qui a plus de 20 ans sur le dumping social, et sur toute une partie de l'Europe quand ils sont venus, on va dire, pour faire une partie de nos transports. Et aujourd'hui, quand même, une bonne partie des lois nous protègent. Certes, il faut aussi qu'il y ait des contrôles sur les routes, et il faut que nos DREAL soient aidés, soient équipés, parce qu'elles manquent aussi de moyens pour contrôler les transporteurs. C'est les directions régionales de l'agriculture. Oui, voilà. Donc on a quand même aujourd'hui des moyens de contrôle. Alors j'ai envie de dire, les lois sont avec nous et les contrôles sont avec nous. Maintenant, il faut arriver à le mettre en application. C'est un petit peu aussi comme dans l'agriculture. On manque peut-être aussi de contrôleurs et de mise en application des lois et des normes. Mickaël Sadoun voulait réagir. Oui, je suis d'accord, il y a eu des lois qui sont allées dans le sens d'une meilleure protection, et notamment une révision de la directive sur le travail détaché qui a été sans cesse mise en avant par la majorité et qui est pourtant largement contournée par les entreprises elles-mêmes qui délocalisent à l'intérieur d'une certaine manière. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur ça. On sent simplement qu'il reste à la Commission européenne, qui a l'initiative législative quand même de l'Union européenne, une idéologie libre-échangiste qui prend le consommateur pour le centre de la société et qui tend à organiser l'économie de manière à ce que les prix soient le plus bas possible. Donc ça se fait évidemment au détriment de ceux qui produisent et des travailleurs des pays les plus riches. Or, nous faisons jusqu'à nouvel ordre partie des pays les plus riches de l'Union européenne et même du monde entier. Et quand on disait que la crise elle est européenne, elle n'est pas seulement européenne, en réalité elle est même occidentale. Parce que quand Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a mis des mesures de protection, notamment sur l'acier, mais pas seulement sur l'agriculture, quand Joe Biden fait l'IRA sur l'automobile récemment et qui balance des milliards et des milliards dans l'économie qui sont largement responsables maintenant de la croissance américaine qui est bien supérieure à celle qu'on observe en Europe. On parle aussi de protectionnisme, donc c'est un sujet qui concerne l'Occident entier.
Merci beaucoup à vous, Alexandre Clarton, président de l'UNOSTRA, syndicat des TPE-PME du transport routier. Verdict sur Twitter. Craignez-vous une paralysie du pays? Vous dites non à 60%.